Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à T'as tout senti. Maintenant, place à mon invité. Aujourd'hui, je vous invite au premier épisode d'une nouvelle série qui, telle une respiration, viendront ponctuer mes conversations habituelles. Toujours sous l'angle de l'innovation, de l'audace et de la créativité, ces épisodes permettront de mettre en lumière un événement avec plusieurs invités autour du parfum et des saveurs. Pour ce premier épisode, je vous emmène à l'appartement chez Symrise, société de création de parfums, qui a convié Marianne Guély, artiste plasticienne reconnue pour ses sculptures papier, à dialoguer avec 6 parfumeurs. C'est ainsi que Marianne a imaginé rhapsodie et contrepoint de papier blanc sur bois et albâtre. Une sculpture à partir d'un cèdre du Liban d'où jaillissent une forêt de fleurs joyeusement incorporées aux côtés de champignons en albâtre. De là, les parfumeurs ont imaginé et créé l'histoire olfactive de cette sculpture. C'est ainsi Curving Petals d'Alexandre Carlin, Sortilège d'Émilie Copperman, Géant de papier de Pierre Guéros, Hybride de Suzy Le Hellet, Hibiscus d'Aliénor Massenet et Above and Beyond d'Isaac Sinclair ont pris forme. Écoutons maintenant Marianne Guély, Suzanne Le Hellet et Isaac Sinclair. Si vous voulez voir la sculpture de Marianne Guély et sentir les 6 parfums, l'appartement de Symrise ouvre exceptionnellement ses portes le vendredi 29 de 14h à 18h. Et maintenant, place à Marianne Guély. Bonjour Marianne. Bonjour Bettina. Alors, tu es connue pour ton travail sur le papier. Donc, il y a une question immédiatement qui me vient à l'esprit. Est-ce que le papier a une odeur pour toi et quelle est-elle ? Alors oui, le papier a une odeur rassurante pour moi. C'est d'abord l'odeur des livres, c'est l'odeur d'une bibliothèque, mais c'est aussi l'odeur d'une carte d'invitation. C'est aussi l'odeur de mes collections de papier que j'aime consulter, notamment ceux qui viennent du Japon. Oui, il y a des odeurs avec le papier. J'imagine qu'elle est légèrement différente selon la texture et d'où vient le papier ou pas spécialement ? Oui, oui, complètement, puisque ça peut être un papier qui est teinté masse, un papier qui est blanc 100% coton, un papier qui est très très végétal, qui vient du Japon et qui est à base d'écorce de mûrier, encore très différent comme odeur, ou alors le papier qui nous sert d'ailleurs à imprimer nos documents, le papier machine, tout simplement, qui a encore une odeur un petit peu différente. C'est des odeurs qui sont neutres, mais quand même, qui sont présentes. Et d'ailleurs, une de mes clientes indiennes m'avait dit les invitations que tu fais pour nous sentent bon, Marianne. Ah, c'est joli. Oui, c'est assez joli, surtout que pour le coup, je n'avais pas du tout parfumé
les invitations du mariage de sa fille, pour commencer. Puis après, on a fait les invitations pour son fils, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on ne les a pas parfumés. Donc, c'était juste des sérigraphies, très artisanales d'ailleurs, avec un sérigraphe incroyable, qui a peut-être dans son encre une odeur qui est agréable. Oui, tout à fait. Et alors, j'ai lu que, en fait, beaucoup de ton inspiration venait de la nature. Alors, quelles sont les odeurs que tu aimes dans cette nature? La première chose, c'est que déjà, j'aime être dans la nature. J'aime marcher pieds nus dans l'herbe. Pour commencer, c'est l'odeur de l'herbe. D'accord. L'odeur de la terre. Parce que j'aime bien faire toujours 10 à 20 minutes de yoga tous les matins. Et quand je suis à la campagne, rien n'est plus extraordinaire que de faire du yoga, de mettre son tapis, de trouver un peu son endroit et d'être dans l'herbe. Voilà. Donc on va commencer par l'herbe. Ensuite, il y a les arbres. Les arbres sont très importants pour moi. J'ai besoin d'être entourée et d'entendre aussi, parce qu'il y a le son, il y a les odeurs, mais il y a le son. Et le son du vent dans les hêtres le matin, et de faire du yoga comme ça, ou dans les merisiers, et de faire du yoga en entendant ces sons-là, pour moi, c'est absolument magique. Donc, et ensuite, pour les odeurs, il y a toutes les fleurs, toutes les herbes aromatiques. Et comme j'habite Paris, j'ai une collection d'herbes aromatiques sur mon balcon. Et donc, tous les matins, j'essaye de sentir du lavandin, du géranium rosa. Même les feuilles séchées sont extraordinaires. Et puis, tout simplement, du thym, de la lavande toute simple, de la camomille, et d'autres plantes qui ont vraiment de la sauge ananas, qui sent l'ananas, ouais, et qui est très agréable. Donc oui, voilà, donc tous les matins, c'est ça. Donc oui, la nature est importante. Juste, en fait, tu parles du son et du vent dans les êtres, mais en fait, les plantes, elles chantent. Mais la seule chose, nos oreilles ne les entendent pas. J'ai justement écouté un podcast le week-end dernier sur Oui. La musique des plantes, et qui était fantastique. Et donc notamment les fougères, voilà. Et donc, oui, il faut juste absolument. mettre un système électrique dans la terre, je crois, pour voir. C'est en fait un boîtier qui vient traduire. Alors effectivement, tu mets un capteur dans les racines, un capteur sur les feuilles, et c'est comme ça qu'elle va diffuser sa musique. Et c'est même une musique qui soigne, qui fait du bien. Et oui, c'est passionnant. Ah oui, et là, j'ai trouvé que c'était assez étonnant de pouvoir écouter la musique d'une fougère. Voilà. Oui, alors la fougère aussi, c'est ça que je voulais dire, elle est intéressante parce que plus la plante a une longue histoire, et donc, et plus elle va chanter. Ah ça, je ne savais pas. Oui. Voilà, parce que oui, le fait qu'elle soit là depuis des millions d'années permet qu'elle a plus de choses à dire. Ah bah alors là, j'en apprends, c'est assez drôle, oui. Donc voilà. Alors revenons aussi à une autre chose que j'ai cru comprendre qui t'animait, c'était les fleurs. Quelles sont tes fleurs préférées? Et quand tu dis ça, c'est autant la forme que leur odeur, ou c'est plus la forme? Ah, c'est beaucoup l'odeur. Il y a la forme, bien sûr, mais pour commencer, c'est la rose. Oui. Ça reste quand même, pour moi, la reine des fleurs. Et les roses, c'est infini. Et les odeurs, j'ai besoin de ces odeurs naturelles d'ailleurs, parce que je peux aussi, j'en ai aussi sur mon petit balcon, il y en a qui sont assez odorantes et qui sont assez fantastiques. Et c'est pareil, si je les sens le matin, ça reste gravé dans ma mémoire. C'est olfactif, en tout cas, pour ma journée, ça met de bonne humeur. Mais il y a aussi, j'ai besoin aussi de sentir juste l'hydrolat de rose, c'est de l'avoir sur ma peau aussi, tout simplement, parce que ça, c'est très agréable, c'est frais. Alors bien sûr, il y a la pivoine, qui est vraiment entre la rose et la pivoine. Pour moi, c'est des cousines. On va dire que peut-être que la rose est
est une reine et que la pivoine est une princesse. Hein, voilà. Tout à fait. Je suis complètement d'accord parce que effectivement, elles ont des histoires olfactives, des chants olfactifs qui sont pas tout à fait les mêmes et qui sont aussi beaux. Non, absolument, bah, bien évidemment. Ah, oui, oui, oui. Mais qui sont pas loin non plus. Ouais, ouais, hein, un côté un peu cousine. Voilà. Donc ouais, et puis après, toutes les fleurs sauvages aussi. J'aime bien quand je fais une randonnée trouver des mini fleurs en montagne. Mhm. Je suis fascinée par la précision, la délicatesse du dessin des petits pistils et voilà. Donc j'aime aussi découvrir des fleurs plutôt sauvages dans la nature aussi tout autant que la Reine des Roses. Enfin, les deux me semblent complémentaires et voilà. Oui, d'observer comment leurs détails et qui vont nourrir ta création. Ah oui, alors la création est infinie, mais totalement infinie. J'ai un jardin de papier et une bibliothèque de Oui. formes qu'on développe au fur et à mesure des clients qui nous demandent telle ou telle essence ou catégorie de plantes pour illustrer justement le propos, notamment les grandes maisons dans le domaine du parfum. Et ça, c'est Mhm. formidable parce que du coup, on est à leur côté et notre travail de recherche est infini puisque eux ont besoin sans arrêt de renouveler aussi le langage esthétique et Mhm. formel qu'ils vont pouvoir diffuser auprès de leurs clients. D'accord. Alors, avant de rentrer dans l'œuvre que tu as réalisée pour Simrez, est-ce que tu peux juste nous dire un mot de ton travail pour qu'on comprenne ce que tu fais avec le papier? Alors, le papier me permet de me déployer avec fantaisie, rapidité, Mhm. créativité, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est un matériau que j'ai découvert dans mon école d'art appliqué, puisqu'en fait, on avait notre atelier de maquette en plastique, métal, voilà, n'était pas accessible juste dans ma promotion, puisqu'il était en cours de rénovation, et que du Mhm. coup, en tant que designer industriel, je ne pouvais pas aller dans l'atelier vitrail ou dans l'atelier métal ou dans l'atelier céramique. Et du coup, je me suis dit, ah Mhm. ben voilà, je vais travailler avec le papier pour retranscrire mes idées. Et j'ai commencé par un premier projet qui était autour d'un chapeau. Et donc, j'ai commencé à travailler le pli et le dépli en tant que designer industriel comme ça. Et finalement, ce matériau m'est resté. On me proposait d'aller travailler dans l'automobile, chez Oui. Renault, mais j'ai choisi plutôt un chemin Mhm. différent, un chemin indépendant pour suivre mes intuitions de création. Et donc, j'ai commencé en tant qu'indépendante, toujours avec le papier. Et puis, ça a pris une certaine ampleur. Et ensuite, la société a été créée, puisque mon expert comptable m'a dit, ben, maintenant, il faut que tu crées une société. Donc, du coup, j'ai créé une société. Voilà. Et je continue toujours à explorer ce matériau, puisque aussi, le nombre de différents papiers est incroyable. Donc moi, je peux le travailler formellement de l'infiniment petit à l'infiniment grand, mais aussi avec un éventail de matières extraordinaires que ce que je trouve en France, mais aussi dans d'autres pays, en Allemagne, une très belles papeteries comme les papeteries Gmund sont extraordinaires. En Angleterre, une magnifique papeterie dans la région des lacs, Lake District, et qui s'appelle Cropper, James Cropper, et qui est extraordinaire, et qui fait beaucoup de développement d'ailleurs de nouveaux produits, et ça, ce sont des gens qui sont très très créatifs, comme Gmund d'ailleurs, mais aussi en Italie, chez Favini, qui fait du papier à base de marc de café récupéré, d'écorce de citron, voilà, et qui est tout près de Venise. Donc déjà, voilà, moi j'aime aller visiter ces papeteries C'est pour indispensable. découvrir, ouais, jusqu'à l'artisan papetier au Japon, qui va lui-même planter ses mulberry, voilà, ses mûriers
pour pouvoir faire son papier à base de mûrier, d'écorce de mûrier. Il y a aussi du Mitsumata, il y a aussi du Gampi, et ça, c'est des écorces d'arbres différents. Et le Mitsumata donne une douceur, mais proche de la peau, au papier. Il est extraordinaire, ce Mitsumata. Donc voilà. Donc il y a autant de papier que de villages, on va dire, par exemple au Japon. Donc, comme nous en France, il y a autant de vins que de villages, ou même plus. Donc, du coup, je n'ai pas terminé ma quête encore. La vie va être un peu trop courte pour aller trouver toutes ces merveilles. D'accord. Ben, écoute, je sens que je pourrais te poser encore beaucoup de questions, mais nous allons revenir à cette œuvre et à cette collaboration avec Symrise, et on fera un épisode prochainement. Donc en fait, tout simplement, avant que tu nous racontes cette œuvre, comment elle est née, comment s'est fait cette rencontre avec Symrise? Eh bien, écoute, j'ai rencontré Thomas Lalague, qui est venu nous voir ici dans notre showroom, et qui a évoqué cette collaboration. C'est le premier d'un opus, c'est-à-dire j'inaugure en fait un opus qui est une collaboration entre la maison Symrise et ses parfumeurs et un artiste plasticien, ou je pense que le champ des possibles est d'inviter des artistes très différents est ouvert maintenant. Mais en tout cas, j'étais la première à être consultée. Et après réflexion avec mes collaborateurs, on a accepté avec grand plaisir pour pouvoir rentrer et plonger dans cette bulle de créativité, de création, puisque là, du coup, nous avions carte blanche pour pouvoir inspirer 6 parfumeurs. Donc, c'était mon point de départ a été une branche de cèdre déchirée par un orage que j'avais récupérée d'une maison familiale en Normandie et que je regardais depuis 5 à 6 ans sans savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais s'il y avait une chose que j'avais envie de faire, c'est de travailler avec l'écorce, le papier et l'écorce. Donc, un week-end, j'ai commencé à aller explorer ce que je pouvais faire avec le papier et l'écorce. J'ai été rechercher dans mes archives de papier, parce que j'ai des archives de 30 ans. Oh, ça va être sublime, ça. De merveilles. Voilà. Donc là, j'ai choisi 2 papiers indiens et je suis allée les mettre, faire comme une scarification entre les interstices de l'écorce. Et j'étais enchantée, je me suis sentie tout à fait à l'aise avec le résultat. J'ai été aussi acheter du pastel gras cuivré, parce que c'est des papiers qui sont cuivrés pour être en harmonie avec l'écorce. Et on a travaillé avec le pastel gras aussi, avec ces papiers-là, qui sont des papiers très pulpeux. Donc voilà, ça a été le premier travail, le tronc. Et ensuite, dans ce tronc, j'ai incrusté des pierres d'albâtre brutes que j'avais été chiner en Italie, en Toscane, dans la région de Volterra, pas loin des salines de Volterra. Voilà. Donc c'est des matières qui sont très salines et sont apaisantes. C'est apaisant de toucher le bois déjà, le bois de cèdre, tu vois, mais aussi de toucher l'albâtre, de le regarder parce que c'est des matières qui sont salines et donc qui apaisent. Et puis c'était comme des champignons qui sont incrustés dans ce tronc. Ça a été dur à faire. Les collaborateurs ont souffert. Ouais, ils ont beaucoup souffert parce que le bois de cèdre est imputrescible, mais en vrai. D'accord. Mais en vrai, Tina. Je te jure, c'est incroyable. Et puis la pierre, qui est plutôt assez souple finalement. Finalement, l'albâtre, contrairement aux abarances, il est très 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 souple. Donc du coup, il s'est venu s'incruster dans le bois. Voilà. C'est plutôt le bois qui en avait pas très envie. Exactement. C'était assez étonnant. Enfin, j'ai eu des feedbacks de mes collaborateurs sculpteurs qui m'ont dit, dis donc Marianne, qu'est-ce que c'est dur. Oui. Vraiment. Mais on a réussi. Et puis, le papier est venu délicatement émerger de cette sculpture par petits univers. Je voulais aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand, comme je te disais tout à l'heure. Et donc, j'ai fait des petits mondes qui sont venus naître de ces
parti en albâtre et est venu un peu grimper comme ça sur cette branche déchirée. Et puis, bien entendu, j'ai voulu que pour mon apothéose, évidemment, c'était la pivoine. 2 pivoines incroyables qui viennent comme ça dominer cette composition. D'accord. Mais effectivement, il y a l'arbre qui est là et qui est vertical. Et après, il y a tout ce monde qui est plein de poésie dans lequel on rentre et c'est effectif. Oui. Et on tourne autour, en fait. Ce qui m'importait aussi chez Symrise, c'est que je puisse mettre cette pièce au centre de ce salon, que je trouve assez magique parce qu'il est en face de l'Arc de Triomphe. De l'Arc de Triomphe, qui est quand même un bâtiment tellement extraordinaire. Et là, on tourne autour et il fallait, dans mon imaginaire, que tout le monde puisse trouver une source d'imagination, une source d'inspiration, pardon, au contour, en contournant cette sculpture. Donc il y a une grande liane avec un iris imaginaire, parce que je trouve que l'iris aussi est une source d'inspiration un peu incroyable formellement, et j'imagine aussi pour les parfumeurs. Et puis tu as des petits arômes tout simples, des petits arômes des mini-arômes, parce qu'on transforme, évidemment, nous, avec le papier, on s'amuse avec la nature. Et là, je laisse beaucoup aussi libre mes collaborateurs qui sont à mes côtés, parce que moi, j'aime qu'on me laisse libre. Donc, je leur donne un mood board, je leur donne mes inspirations, et ensuite, on travaille comme ça à 4 mains, à 6 mains, 8 mains. Enfin, il y a vraiment toute une équipe qui travaille autour de moi. Et donc là, la composition a pu naître au fur et à mesure. On a laissé de temps en temps le temps reposer, puisqu'on était occupé sur des grandes commandes assez extraordinaires. Donc, du coup, on revenait après sur la sculpture pour refaire ces petites grappes d'orchidées minuscules, comme on peut trouver un peu dans la nature, du coup, dans des pays tropicaux. Tu dirais que c'est une œuvre qui a pris combien de temps à voir le jour ? On a travaillé à différents moments, mais sur une période de 2 à 3 mois. Mais à des moments différents. Je trouvais que le temps d'infusion était important. Oui, c'est amusant de parler d'infusion parce qu'on n'est pas loin du parfum. Mais et d'ailleurs mes collaborateurs étaient là, Marianne, on a besoin d'infuser un peu parce que est-ce que du coup tu veux qu'on en mette un peu plus ici, est-ce que comment, qu'est-ce qui se passe ici, etc. Donc du coup oui, ça a pris bien 2 à 3 mois. Pour se dire voilà, d'abord il a fallu incruster les pierres et ça c'était quand même vachement long. Il fallait aussi masquer certaines frontières entre la pierre et le bois. Enfin, voilà, donc les choses sont faites petit à petit. Mais c'est amusant parce que c'est ce que m'ont dit les parfumeurs, eux aussi, qu'on écoutera un peu plus tard. Et ils ont parlé, ou en tout cas, oui, il y en a certains qui avaient besoin de laisser reposer avant de continuer. Oui, donc, de reprendre le fil de la création, en fait. Oui. Et donc le cerveau a besoin aussi de repos pour se dire, de recul, pour pouvoir trouver la bonne idée et le bon équilibre. Parce que nous, on travaille visuellement, donc il faut travailler sur un équilibre visuel. Et donc je voulais aussi des petites fleurs comme celles que je trouve en montagne et qui m'interpellent comme des petites mousses qui viennent comme ça sur des rochers. Et donc, du coup, on a été chercher dans toutes mes inspirations visuelles, parce que je constitue un mood board au départ. D'accord. Alors, hier soir, quand il y a eu la présentation, tu as parlé des 3 P. Alors, dis-nous en plus, parce que j'ai trouvé ça très joli. Oui, alors ça, c'est l'idée que j'ai eue en faisant du vélo, en me disant, voilà, pour le discours, il fallait que je trouve une idée simple et forte. Et les 3 P, je commence par la peau, parce que la peau, c'est notre premier... on ressent. On touche et on ressent. On touche, et moi, je suis quelqu'un du toucher. Tu sais, quand on est petit, on dit non, surtout touche pas. Moi, je touchais tout le temps. Puis je continue à toucher parce que j'ai besoin de toucher une sculpture. Quand tu touches une sculpture, qu'elle soit en marbre, surtout quand il fait chaud et qu'on est à Rome, t'aimes bien toucher une sculpture. Une sculpture en marbre, elle n'a pas le même toucher qu'une sculpture en basalte ou en travertin ou juste un mur en brique.
ou en silex, ou tu vois, chaque fois, le toucher est vraiment très important. Donc déjà, le toucher, et le toucher aussi la peau, recevoir du parfum. Mhm. C'est un habit. Moi, tous les matins, c'est important. Invisible, mais c'est un habit. Voilà. Et c'est un plaisir. Parce qu'on se sent un peu différent, et ça y est, la journée est sous le signe de telle ou telle fragrance, et ça c'est important. Donc pour moi, la peau, c'est le ressenti, puis sa composition est assez extraordinaire d'ailleurs, la manière dont est fait la Et puis le papier, on le touche. Le papier a une... Oui. Alors voilà, le papier est ma deuxième peau. Mhm. Pour moi, c'est comme ça que je le définis. C'est ma deuxième peau, c'est-à-dire que j'aime le toucher. Voilà. Et il y a autant de touchés incroyables dans les différents papiers que de différentes peaux, finalement. Parce que quand vous êtes plutôt... oui, c'est mieux. Avoir une peau plutôt blonde, ou quand vous êtes plutôt brun, voilà. Donc les peaux sont très différentes, mais comme les papiers. Alors les papiers, vous avez des papiers à grains très très importants, mais qui sont très agréables, des papiers très lisses. Ce fameux papier qu'on appelle le Bristol, quand on envoyait un Bristol, voilà. Alors là, il est très 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 lisse. Donc le papier surtout, c'est mon meilleur ami, et c'est le meilleur ami des parfumeurs. Puisqu'en réalité, les parfumeurs utilisent le papier avec ce qu'on appelle tout au long de les leur touches. journée. Parce qu'ils vont tester olfactive. Un petit nom un peu joli qui s'appelle mouillette, qui sont très mignons. Voilà. Et donc, ils vont tremper cette touche dans le petit flacon. Et donc, on va pouvoir partager. Donc, voilà. Donc, c'était le deuxième P. C'était le papier, qui est notre meilleur ami aux parfumeurs. Et, à toi. Et en tout cas, à moi. Ouais. Et le troisième P, c'est parfum. Et parfum, voilà, c'est ce qui va nous réunir. Et ça, c'est assez magique, parce qu'il va sur le papier, il va sur la peau. Donc, il commence à aller sur le papier, puis après, il bascule sur la peau. Et entre le papier et la peau, il y a encore il y a différentes sensations, différentes... Ouais. Et la boucle est bouclée en soi. C'est ça qui est merveilleux. La boucle est bouclée, ouais. Mais si je développe, le papier accompagne les parfumeurs encore plus, parce que c'est le packaging, c'est l'emballage, c'est le papier de soie, c'est la publicité, c'est tout. Tout ce qui accompagne autour de la communication d'un lancement de parfum se passe autour du papier. Pas que maintenant, il y a beaucoup de digital, bien sûr, mais le papier reste ce qui va marquer. Et j'ai beaucoup travaillé au début de ma carrière sur des touches olfactives. Voilà. Oui. Et donc, les touches olfactives, de la simple touche olfactive, je leur ai donné une vie esthétique et une dimension différente, parce qu'on peut les faire grandes. Donc, les plus incroyables touches olfactives que j'ai pu faire, c'était donc pour le bestiaire de Cartier, en collaboration avec Mathilde Laurent. Et donc, on a notamment une touche olfactive en forme de crocodile, qui est ce fameux collier qui est aux archives à Genève. Voilà, on s'est inspiré de là. Et donc, on a travaillé avec des techniques absolument extraordinaires, de micro-perforation, avec des gaufrages, enfin voilà. T'as dû t'amuser comme une folle pour ce... Ouais, non, c'était très, très amusant et surtout complètement unique. Et je pense que du coup, sur tout le marché, on est complètement inégalé sur ce sujet-là. Et ça devient des objets de communication, des objets de promotion, un souvenir et un outil, évidemment, un outil commercial. Donc, c'est une commande commerciale pour mon studio, mais qu'on a réussi à transformer presque en objet pérenne, finalement. Ouais, d'un objet éphémère, c'est devenu un objet pérenne, puisque tout le monde garde la chimère de Cartier, l'oiseau, le crocodile et la panthère. Alors, oui, la fameuse... oui, on peut pas l'oublier, celle-là. La fameuse. Et oui, là, surtout, on a trouvé un papier pH neutre, donc qui est noir, et donc, il va comme un gant à la panthère.
pour terminer, à quel moment tu as senti ces parfums ? Est-ce qu'on te les a fait sentir avant qu'ils soient finis ? Est-ce que tu as vu des évolutions dans les créations de ces différents parfumeurs, ou tu les as toutes découverts au dernier moment, quand ils étaient prêts ? Alors, je les ai découverts hier soir. D'accord. Donc, c'était la surprise. Et une sacrée surprise, parce que vraiment, c'est un joli cadeau. Donc, je vais mieux les redécouvrir, parce je vais avoir les 6 parfums que je vais recevoir tout bientôt. Mais hier, c'était merveilleux de pouvoir discuter avec chaque parfumeur et qui m'explique sa démarche et ses différentes notes de tête, de fond, et voilà. Donc c'était génial. J'en ai pas encore de préféré, puisque voilà, c'est toujours cornélien. Mais en tout cas, je vais avoir plusieurs niveaux de découverte, parce que hier c'était un petit peu la découverte surprise, et puis il y avait un peu beaucoup de monde, donc il fallait quand même être disponible pour tout le monde. Et puis dans un deuxième temps, donc j'aurai plusieurs niveaux de lecture. Mais dans le parfum, on a toujours plusieurs niveaux de lecture, et c'est un peu comme ta création quand tu parles de l'évolution, du temps qu'il faut prendre. Selon l'environnement dans lequel on est, on perçoit et on sent différemment un parfum. Et puis ensuite, effectivement, pour boucler, sur touche et sur papier, c'est une chose. Et ensuite, quand ça va sur la peau, ça vit, ça vibre. Et c'en est une autre. Voilà, donc hier soir, j'en ai quand même mis beaucoup sur mes bras. D'accord. Donc après, voilà. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est leur inspiration. Le bois était quand même très présent. Mais il y a eu aussi une idée, d'un moment donné, de champignons. Et j'ai beaucoup aimé aussi les textes, parce qu'il y a eu un petit livret, un imprimé, en fait, un leaflet, un petit livret qui a été imprimé à l'occasion. Et là, franchement, à chaque fois, à toutes les histoires, je les ai beaucoup aimées. Et c'est assez unique. Enfin voilà, pour moi, c'est un très beau cadeau. Ce sont des personnalités créatives qui se sont déployées autour de cette création. Et vraiment, c'est unique. Je pense que j'étais enchantée d'avoir participé à ce premier opus. D'accord. Est-ce que cette œuvre avait un nom ? Est-ce que tu donnes un nom à tes œuvres ? Oui, alors là, c'était un peu... c'est un peu inspiré de la musique, c'est un peu rhapsodie et contrepoint. Pour papier, albâtre et bois. C'est un peu un dialogue entre ces 3 matières et comment les faire dialoguer sur une pièce unique. Et rhapsodie et contrepoint, parce que j'aime écouter de la musique. Donc ça me paraissait assez juste, en fait. C'est comme une petite pièce musicale qu'on vient poser là. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui te remercie. Bonjour Isaac. Alors, Bonjour. Qu'est-ce qui t'a touché le plus dans l'œuvre ou dans la personne, et dans la personne de Marianne Guély ? Donc, c'était une expérience assez unique. Et pour être franche, en fait, on est allé dans son atelier, et c'est tellement incroyable qu'on endroit que ça m'a mis de temps, en fait, pour regarder l'œuvre en soi. Parce que c'était tellement... L'endroit, son atelier, c'est juste magnifique. Donc, j'ai mis au moins 20 minutes, juste un peu genre, waouh, cet endroit, c'est cool, avant de commencer... avant de focaliser sur son œuvre. Et en fait, quand on avait rentré dans l'atelier, devant, tu avais un tronc de cet arbre. C'était incroyable. Donc, j'ai commencé à sentir le bois. Et après, elle a raconté qu'en fait, c'est un cèdre de Liban qu'ils ont planté en Normandie, chez elle, il y a longtemps, clairement. Donc, sûrement, c'était ses grands-parents, un truc comme ça. Et je trouvais ça incroyable que tu avais un cèdre libanais en Normandie, et j'étais en train de le sentir. Et c'est pas comme les autres cèdres, comme Atlas de Maroc, où
Virginie, Texas. Donc, en fait, ça sont les cèdres, bien sûr, mais c'est un peu différent. Donc, j'étais un peu bloqué olfactivement par le bois. Oui, parce que étonné parce que la nuance olfactive et les richesses. Exactement. Donc, pour moi, il fallait faire quelque chose autour de ce bois. Et, Juste dis-nous, pour que les auditeurs comprennent un petit peu, quelles sont ces nuances olfactives par rapport justement aux autres? oui, techniquement, je dirais que c'est un peu entre un cèdre Texas et un cèdre Atlas, donc Maroc. Donc, il y a... Oui, c'est moins crayon. Donc, quand on pense cèdre, ça sont les crayons, mais ça, c'est le cèdre de Texas ou Virginie. Donc là, c'est pas vraiment comme ça, c'est pas vraiment comme l'Atlas. Donc, finalement, en fait, j'ai fait on n'a pas l'essence de cèdre de Liban. Donc, en fait, pour recréer ça, j'ai fait un duo de Atlas avec Virginie et j'ai aussi mis un poil d'encens parce que le bois, vraiment, ça a un côté vraiment un peu frankincense, un peu mystique en quelque part. Donc, donc ça c'était le point de départ. Et après, clairement, c'était plus, dans mon cas, c'était plus littéral parce que elle avait cette pivoine un peu fantaisie, blanche. Donc, je voulais vraiment recréer ça littéralement. Donc, j'ai fait pour le blanc, j'ai mis un paquet des trucs lactoniques, jasmolactone. Et après, c'est un truc fantaisie quand même. C'est pas une pivoine réelle. Oui, elle est imaginaire. Je pouvais pas juste faire une fragrance qui sent le pivoine. Donc, c'est un peu un pivoine déconstruit. Donc, tu as le blanc, jasmolactone, et après, très métallique. Et ça, c'est posé sur le cèdre. La structure, l'architecture du parfum. Et quel est son nom? Donc, Above and Beyond. Parce que pour moi, ce qui fait l'histoire de cette œuvre, c'est ce qui est autour de cèdre, en fait. Quand on regarde visuellement. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui est sur le bois et au-dessous le bois, c'est Above and Beyond. Et c'est un peu fantaisie, c'est imaginaire à la fin. Donc, il y a un truc vrai, le bois, et où c'est un truc... Oui, exactement. Un truc très enraciné et un truc complètement dans les nuages. C'est réel et c'est fantaisie à la fois. Donc, c'est ça. Et voilà. Donc, j'aime bien. En fait, c'est sympa de faire ce genre de truc parce que tu sors de... C'est pas un truc qu'on fait genre au quotidien. Donc, c'est en faisant ce genre de projet qu'en fait, on ouvre l'esprit et qu'on sort de chemin connu et on fait un truc différent. Donc, à la fin, je pense que c'est une fragrance que ça me plaît beaucoup, mais ça reste pas... C'est pas forcément dans les règles standards de la parfumerie. Oui, tout à fait. Mais l'exercice est fait pour, justement, je pense, booster la créativité. Et toi, la page blanche, ça te fait peur ou pas plus que ça? Oui et non. Et ce parfum, c'était particulier parce qu'en fait, au début, c'était facile. Genre, tout de suite, je suis rentré de son atelier, j'avais une idée assez claire. Et donc, c'était très vite, les premières semaines. Et après, j'ai dû faire une pause, en fait. Donc, pendant quelques semaines, en fait, j'ai pas senti de fragrance. Et comme ça, tu peux revenir avec un esprit, une autre perspective. Ouais. Donc, c'était très vite au début. Un temps de une longue pause. Voilà. Et à la fin, avec Thomas Lelag, il était très exigeant. Donc, mais c'est ça, en fait, on dit en anglais, the devil is in the detail. Tout à fait. Donc, c'est ces petites nuances à la fin qui sont hyper importantes, qui fait le truc. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Suzy. Alors, raconte-moi ce qui t'a touché dans l'œuvre de Marianne Guilly. Ce qui m'a le plus touchée, c'est son aspect poétique. Poétique, abstrait, où on peut se projeter dans 1 million d'odeurs, mais c'est surtout l'univers poétique. Alors, donc parle-nous de ton parfum, quelle est son histoire olfactive et sur quoi es-tu partie? J'essaie de recréer un parfum en 2 temps. Le premier, ce serait le fond
donc la fondation du parfum, le fond boisé, minéral, un peu champignon. On sent quelque chose qui évoque la minéralité de ces blocs d'albâtre qui sont venus se greffer au cèdre, au tronc. Ouais. Et le deuxième temps, ce serait vraiment le bouquet floral, qui est une façon de représenter une multitude de facettes, un tout petit peu muguet, un tout petit peu rose, légèrement orangé, légèrement gardénia dans le vert, un peu solaire. On n'arrive pas à identifier une seule C'est fleur. un bouquet imaginaire. Mais on a une sorte d'hybride. Un bouquet imaginaire, un hybride. C'est vraiment un bouquet floral imaginaire construit sur un fond très minéral, champignon. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet exercice ? Ce que j'ai aimé, c'est la carte blanche. Ouais. On n'a pas souvent l'occasion de travailler sans limite de prix avec une œuvre artistique. Donc ça, c'est quelque chose de précieux. Et toi, la carte blanche, la page blanche, ça ne te fait pas peur ? Je crois que c'est mon exercice préféré. L'idée de travailler des matières premières une après les autres en construisant son idée de manière très précise. Ouais. On sait où on veut aller parce qu'on a exactement l'odeur qu'on aimerait avoir qui correspond à l'œuvre. Et on a le résultat d'une formule très courte. J'ai 20 matières premières avec une idée bien précise d'avoir ce bouquet floral. Et quel est son nom ? Hybride. Effectivement, raconte-moi en quoi son travail a résonné en toi, parfumeur-créateur. Ce que j'aimais bien, c'était la résonance dans la minutie qu'il faut avoir pour recréer justement une fleur qu'on imagine, qui sort tout droit de sa créativité, de son esprit. Et ce que j'ai vraiment apprécié en allant voir le studio de Marianne, dans l'atelier, elle est entourée de petites fourmis très brillantes. Donc Marianne est extraordinaire, mais toutes les petites mains qui sont avec elle sont vraiment douées de minutie. Voilà, le pliage du papier pour arriver à recréer une fleur qui va venir se greffer au tronc. C'était assez impressionnant. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a touché chez Marianne ? Quand tu dis qu'elle est extraordinaire, qu'est-ce que tu entends Déjà par sa là ? passion, parce que je suis assez sensible aux gens qui sont passionnés, peu importe le métier qu'ils font. Oui, je suis assez d'accord. C'est une fibre. Et quand on l'a, effectivement, peu importe le sujet, c'est pas grave, parce qu'ils vous embarquent dans leur domaine, dans leur univers. Exactement. C'est un fil rouge qui est entre plusieurs humains, d'être autant stimulé par quelque chose. Et c'est vrai que Marianne, le papier, c'est vraiment sa passion, parce qu'elle en parle comme si c'était ses bébés. Donc à chaque fois que dans son atelier, elle nous présentait une feuille de papier qui venait justement d'Inde ou de tel atelier en France, elle raconte l'histoire avec tellement d'émerveillement qu'on était transportés avec elle dans tous les pays. Voilà, je la trouve extraordinaire parce qu'elle parle du papier comme on peut parler de parfum. Parce que je suis assez sensible aux gens qui sont passionnés, peu importe le métier qu'ils font. Oui, je suis assez d'accord. C'est une fibre. Et quand on l'a, effectivement, peu importe le sujet, c'est pas grave, parce qu'ils vous embarquent dans leur domaine, dans leur univers. C'est un fil rouge qui est entre plusieurs humains, d'être autant stimulé par quelque chose. Et c'est vrai que Marianne, le papier, c'est vraiment sa passion, parce qu'elle en parle comme si c'était ses bébés. Donc à chaque fois que dans son atelier, elle nous présentait une feuille de papier qui venait justement d'Inde ou de tel atelier en France, elle raconte l'histoire avec tellement d'émerveillement qu'on était transportés avec elle dans tous les pays. Voilà, je la trouve extraordinaire parce qu'elle parle du papier comme on peut parler de parfum. Merci à Marianne pour cet échange passionnant sur le papier, et bien évidemment aussi à Suzy et Isaac pour leur partage sur leur création de parfums. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans
Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!